sommaire de ce journal, Religion Côte d'Ivoire, programme de prière de la cellule L'heure de prière du révérend Timothée Diaka, les détails dans ce journal. Réunion ce lundi du comité ad hoc des experts de l'Organisation maritime d'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Ouest. Et enfin, santé en RDC, le gouvernement se mobilise contre la rougeole. Ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice régneront dans la vie par Jésus-Christ de Nazareth. Mesdames et messieurs, bien-aimés du Seigneur, bonjour et merci de nous rejoindre sur Béni TV, la chaîne des bénis pour cette nouvelle session d'information. Les portes se sont ouvertes ce lundi sur la deuxième réunion du comité ad hoc des experts sur le nouveau système de financement. La dite cérémonie avait pour objectif de donner des réformes financières à l'Organisation maritime d'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Ouest. Pour les travaux, elle a choisi le cadre de la résidence Oinéné, sise aux deux plateaux Vallon pour l'élaboration de sa réflexion. C'est un élément signé Inès Koudignon-Balé. La seconde réunion du comité ad hoc des experts sur le nouveau système de financement organisé par l'Organisation maritime de l'Afrique de l'Ouest et du Centre au Maroc sous recommandation de la première réunion tenue à Ouagadougou les 21 et 22 août 2012 s'est ouverte ce lundi 18 mars 2013 à la résidence Oinéné, sise aux deux plateaux Vallon. Au cœur de cette réunion qui va durer 2 jours, les directeurs généraux maritimes, les chefs des délégations du comité ad hoc venus des différents pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre vont réfléchir sur le nouveau système de financement avec les mécanismes de collecte de fonds existants. À cette cérémonie d'ouverture pour les travaux, Alain Michel Lubambano, secrétaire général de l'OMAOC, Organisation maritime de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, a donné les différents points sur lesquels le nouveau système de financement doit tenir compte. Nous sommes réunis aujourd'hui à Abidjan. C'est donc la séquence de la première réunion que nous avons tenue à Ouagadougou l'année dernière sur le nouveau système de financement de l'Organisation maritime de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. A signaler que nous sommes 25 pays et que ce comité ad hoc n'a que 6 pays suite à la décision prise lors de la 14e Assemblée générale de l'OMAOC à Kinshasa en août 2011. Parce qu'on avait constaté que le pays avait des difficultés pour solder, n'est-ce pas, les cotisations tant à l'OMAOC que dans ses organes spécialisés. Alors, parce que les trésors publics, la voie la plus indiquée pour solder ces cotisations n'arrivait pas ou difficilement à solder ces dus. Donc il a fallu trouver une solution rapide. C'est pour ça qu'on avait décidé de mettre en place ces comités, non seulement pour cette solution rapide, mais aussi pour essayer de revoir cette contribution qui est de 10 centimes par tonne pour ce qui concerne l'OMAOC. On a décidé de passer de 10 centimes à $1 minimum et $3 maximum. Le président du comité ad hoc venu du Burkina Faso, Traoré, dans son message a souhaité un bon déroulement des travaux pour un nouveau départ des affaires maritimes en Afrique de l'Ouest et du Centre. Notre comité est chargé d'analyser les difficultés liées à la définition du taux de la commission du nouveau système de financement et de formuler des propositions d'application du dit système par tous les États membres. Ayant noté que le passage du taux de la commission de 0,1 à $3 US n'a pas fait l'objet d'un consensus, le comité a alors recommandé l'adoption d'une fourchette. La présente réunion a donc pour objet essentiellement l'évaluation de la mise en œuvre des recommandations de la première réunion et l'examen du projet de résolution portant modification de celle précédemment citée. Des travaux qui s'annoncent promoteurs vu l'enthousiasme des participants à cette seconde réunion du comité ad hoc des experts. Je suis très heureux d'être là. Je me rends compte que la stabilité, la paix sont au rendez-vous. Nous circulons calmement, aisément. Nous sommes allés partout où nous voulions aller. Nous constatons que la paix règne et c'est une très bonne chose à mettre à l'actif du gouvernement de la République de Côte d'Ivoire et de son Excellence
Monsieur le Président de la République, Alassane Dramane Ouattara. Cela ne peut que réjouir le ministre des Transports ivoirien qui s'est fait représenter par Théa Yao Pascal, conseiller technique. Selon lui, le ministère attend beaucoup de ces travaux. Le ministre attend que le comité des experts planche sur les documents qui ont été soumis à leur examen et puis sorte de bonnes résolutions qui aillent dans le sens de la redynamisation du secteur maritime au sein de l'espace au Maroc. Depuis sa création en mai 1975, le Maroc s'est impliqué de manière active dans un large éventail de projets et programmes en vue d'atteindre ses objectifs, notamment se concentrer sur le renforcement de la coopération sous-régionale et l'exécution des projets et programmes de transport maritime et de transit. Parlons activités religieuses à présent. Comment rattraper ton retard et te repositionner? C'est le thème du programme de prière de la cellule L'heure de la prière du révérend Timothée Diaka qui a eu lieu ce vendredi 15 mars 2013 au foyer des jeunes de Marcory à Abidjan. Ce programme a eu pour orateur principal l'évangéliste Timothée de la Chambre haute. Notre reportage. Ici, la présence de Dieu. La prière, cet acte spirituel où la divinité rencontre l'humanité, a été expérimenté par le corps de Christ ce vendredi 15 mars 2013 au foyer des jeunes de Marcory à Abidjan. Cela durant le programme de réveil initié par la cellule L'heure de la prière du révérend Timothée Diaka. À ce grand rendez-vous spirituel, les oracles du Seigneur ont été donnés. La nourriture et le médicament spirituel ont été mis à la disposition des enfants de l'Éternel qui ont effectué le déplacement. Dans son message, le révérend Timothée Diaka a exhorté les chrétiens à demeurer fermes dans la prière. Pour le serviteur de l'Éternel, Dieu, le maître du temps et des circonstances, permet toujours à ses enfants de rattraper le retard accumulé dans leur vie. Et le ministre de l'Éternel de donner l'objectif de ce programme. Nous sommes en train de convier le peuple de Dieu à venir invoquer de Dieu, à venir invoquer le nom du Seigneur. Parce que l'heure est à la prière, l'heure est à l'intercession. Dieu ne répond pas aux pleurs, aux murmures, aux critiques, aux plaintes, mais Dieu répond à la prière. Dieu ouvre les cieux. Dieu répond aux cris de ses enfants. Il dit « Invoque-moi le jour de la détresse et je répondrai ». Et c'est tiré, l'heure de la prière est tirée de Actes chapitre 3, le verset 1, qui nous dit que Pierre et Jean montaient ensemble à l'heure de la prière. Et à l'heure de la prière, le paralytique a marché. À l'heure de la prière, ils ont découvert le potentiel qui était en eux, le don qui était en eux. Donc l'objectif, c'est d'amener le peuple de Dieu à comprendre que Dieu a déposé des choses inouïes en chacun de nous, des trésors cachés, une onction, un potentiel pour changer les situations, pour renverser les forteresses et pour changer ce monde-là. Et c'est ce qui est arrivé. Dans la même veine, l'évangéliste Timothée de la Chambre haute, orateur principal, a orienté son enseignement sur comment rattraper ton retard et te repositionner. Développant le sujet, l'orateur s'est appuyé sur 3 éléments qui peuvent entraîner la chute des enfants de Dieu, à savoir la faim, l'absence de vêtements et le manque d'argent. Pour mieux faire passer son message, le ministre spirituel s'est appuyé sur les Saintes Écritures, notamment le livre de 2 Rois. Avec l'exemple de Géasi, dont le manque l'a exposé à la tentation avant que le Seigneur le rétablisse dans son honneur. Et le serviteur de l'Éternel, quant à lui, de dévoiler les stratégies pour permettre au corps de Christ de demeurer dans la grâce du Seigneur. Dans mon intervention, le thème était comment rattraper ce retard et être repositionné. Et je dis que Géasi, s'il a suivi Naaman le Syrien, il y avait certainement des besoins, des manques. 3 choses, l'argent, les vêtements et la nourriture. Et on s'est rendu compte que quand Élisée et Géasi marchaient dans ce lieu-là, dans une ville, la Sunamite a observé qu'ils avaient des manques, nourriture et hébergement. Donc j'ai compris, on dit que tout manque dans la vie d'un enfant de Dieu peut l'exposer à la tentation ou l'exposer à la limitation. Je le dis, c'est que chacun doit faire un effort pour aider son prochain. Parce que si tu as des salariés et que tu ne les payes pas, ils viennent toujours au travail, à un moment, ils vont traîner les pas. À un moment, donc il faut que chacun à son niveau s'arrange pour qu'il n'y ait pas un manque. Parce qu'un papa, un enfant qui a des manques, le père qui crée des manques dans la vie de son épouse ou bien de ses enfants, les expose à la tentation. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de péchés, beaucoup de choses. Cela, à 90%, c'est parce qu'il y a un manque. Manque d'emploi,
manque d'un époux, manque d'argent, manque de toit, tout ça expose à la tentation. À ce programme, la soif des enfants de Dieu a été étanchée. La pluie de l'arrière-saison a arrosé la vie des fidèles. L'Esprit de Dieu a une fois encore opéré, car le corps du Christ a reçu la visitation du Seigneur. La Bible ne dit-elle pas dans le livre de Matthieu, le chapitre 11, le verset 28, et je cite: « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Rendez-vous est donc pris pour le vendredi 29 mars prochain, où l'Éternel des armées manifestera une fois encore sa puissance à ses enfants. Au terme de ce programme, notre équipe de reportage a tendu son micro aux différents participants. Nous les écoutons. En venant ce soir, j'étais chargée. Mais avec tous ces enseignements, j'avoue que j'ai reçu beaucoup de choses. Je me sens légère. Et avec le Seigneur, on ne repart jamais tel qu'on est venu. Jamais, jamais. Et j'avoue que ce soit quelque chose de nouveau a changé. Voilà. Il y a eu comme une restauration. Surtout l'enseignement, les deux enseignements qui a mis le doigt sur le manque, la chute, pourquoi est-ce que nous chutons. Aujourd'hui, je sais pourquoi je chute, je sais comment me relever. Voilà, vraiment, j'avoue que je suis vraiment comblée. Je ne regrette pas d'être là ce soir, je ne regrette pas. Je me sens bien, le moment était véritablement merveilleux. Un vrai moment de partage, le Seigneur était présent. Et donc je repars restauré, galvanisé. Et vraiment je me sens bien. Je suis prêt à revenir à la prochaine fois. Toujours en religion, démarré le 11 mars dernier, le séminaire de formation de l'Église internationale La Fondation a pris fin ce vendredi 16 mars. Rappelons que le thème de ce programme était vision et fixation d'objectifs. Suivant à présent le compte-rendu complet de Christian Briot. Le séminaire de formation organisé par l'Église internationale La Fondation Vivante, en collaboration avec IGO et Agaï Institute Côte d'Ivoire, s'est achevé le vendredi 15 mars 2013 dans les locaux de l'Église internationale La Fondation Vivante, 6 dans la commune de Yopougon. Ce programme spécial de formation qui s'est tenu du lundi 11 mars au vendredi 15 mars 2013 a vu la participation d'éminents hommes de Dieu qui ont été enseignés pendant ces 5 jours. Ce vendredi 15 mars 2013 a été marqué par l'enseignement de l'ancien Charles Amacha, président de Agaï Institute Côte d'Ivoire. L'homme de Dieu a exposé sur le thème « Vision et fixation d'objectifs ». S'appuyant sur le livre de 1 Corinthiens chapitre 12, du verset 6 au verset 9, selon l'homme de Dieu, il n'y a pas de leader sans vision, car la particularité d'un leader, c'est la vision qu'il reçoit de Dieu. Le président Amacha a enseigné le peuple sur le fondement de la vision authentique. Je voudrais remercier IGO qui m'a invité à ce séminaire. Et là, dans ce séminaire, il m'a été demandé d'intervenir sur la vision et la fixation d'objectifs. Voilà, donc hier, nous avons commencé à développer le concept de vision. Et aujourd'hui, ce qui a été développé, c'est d'abord les définitions, ensuite les fondements de la vision, pour qu'elle soit une vision authentique venant de Dieu, parce qu'il y a plusieurs sources pour la vision. Et ensuite, comment nous pouvons avoir une vraie vision qui vient de Dieu, parce qu'on a partagé les sentiments, les pensées, les préoccupations de Dieu par rapport à aujourd'hui, là où nous sommes, et par rapport à demain, là où il nous enverra. Voilà l'essentiel du message que nous avons partagé avec les frères, en les exhortant à se disposer devant Dieu, pour chercher la face de Dieu, afin que Dieu leur communique une vision et que cette vision leur permette d'accomplir les destinées de Dieu en ce qui les concerne et en ce qui concerne les territoires où Dieu va les conduire. Synchrone. Après un enseignement enrichissant, le président Amacha s'est prêté aux différentes questions des hommes de Dieu présents. Ce programme de Agaï Institute s'est achevé sur des paroles de remerciement et d'encouragement de la part du révérend Ansa Salomon Kwasi, principal initiateur de ce programme d'enseignement. Que Dieu vous bénisse.
Dans un tout autre registre, nous parlons technologie et direction le Maroc. Maroc numérique 2013 a été un franc succès. Lancé en octobre 2009, ce plan devait positionner le Maroc parmi les pays émergents en pointe dans les domaines des technologies de l'information et de la communication. Et les résultats sont encourageants. Le gouvernement marocain a injecté dans ce programme près de 470 millions d'euros. Aujourd'hui, 4 millions de personnes disposent d'un abonnement Internet contre un peu plus de 1 million en 2010. C'est l'heure du bilan pour Maroc numérique 2013. Lancé en octobre 2009, ce plan devait positionner le Maroc parmi les pays émergents en pointe dans le domaine des technologies de l'information et de la télécommunication. Estimé à 5,2 milliards de dirhams, soit 470 millions d'euros. La mise en œuvre de Maroc numérique s'est axée selon 4 priorités. L'accès à Internet pour tous et en particulier le haut débit, le rapprochement de l'administration et des citoyens grâce aux nouvelles technologies, l'amélioration de la productivité des petites et moyennes entreprises et enfin la création de pôles d'excellence à fort potentiel d'export. L'accès au web pour tous est l'une des réussites de ce plan. Aujourd'hui, 4 millions de personnes disposent d'un abonnement à Internet dans le royaume chérifien, contre un peu plus d'1 million en 2010. Des chiffres qui restent néanmoins en deçà des prévisions. Le gouvernement visait en effet les 6 millions à l'horizon 2013. Cette augmentation va avec un effort de formation, en particulier à destination des enseignants. Ces derniers doivent apprendre à utiliser les outils pédagogiques modernes dans leur enseignement. Mais la réalisation la plus forte dans le cadre du plan Maroc numérique est sans conteste la mise sur le réseau de l'administration du royaume. Aujourd'hui, il existe 22 sites internet qui permettent aux Marocains de s'informer ou d'effectuer leurs démarches en ligne. Une vraie réussite qui place le pays à la 56e place au classement e-gouvernement établi par l'ONU. Mais là encore, le plus gros reste à faire. Au total, 89 services et projets publics devraient faire leur passage au numérique. Pour autant, les pratiques de l'économie marocaine, les PME en particulier, restent encore bien loin de la dématérialisation. Les appels d'offres se font encore sur papier et les transactions réalisées entièrement via Internet sont encore rares. L'effort de création de pôles d'excellence s'est quant à elle concrétisé avec la mise en place de plusieurs clusters, ces zones spécialisées réunissant les professionnels d'un même domaine. Les exemples mis en avant s'appellent CE3M dans l'électronique ou encore Maroc Numérique Cluster dans les technologies de l'information et de la communication. Mis en chantier en 2011, ce dernier doit réunir chercheurs et entreprises pour faire du Maroc un lieu de création dans les technologies du net. Aujourd'hui, ces clusters sont sans doute la réalisation la plus voyante du plan Maroc Numérique 2013. À la lumière de ce bilan, le gouvernement devra imaginer la suite, un nouveau plan qui devrait avoir pour horizon 2019 ou 2020. Nous quittons le Maroc pour le Nigeria. Éco-Atlantique est une ville qui sortira bientôt de terre dans le pays. Cette ville ne sera pas comme les autres. Elle abritera les riches Nigérians et des expatriés, des appartements de luxe avec des marinas, des magasins et des centres d'affaires à la pointe de la technologie. Éco-Atlantique pourra accueillir jusqu'à 250 000 personnes. C'est une véritable ville dans la ville qui est en train d'être construite à Lagos, la capitale économique du Nigeria. Éco-Atlantique, un projet destiné aux riches Nigérians et aux expatriés. Le sable fin de la plage publique de Bar Beach laissera place à plusieurs marinas, magasins, centres d'affaires et immeubles de luxe. À en croire ces images de synthèse, ce sont des gratte-ciel dignes de Manhattan, pouvant loger quelques 250 000 personnes qui sortiront de terre, mais également une avenue inspirée des Champs-Élysées à Paris. Nous aurons notre propre centrale électrique qui produira de l'électricité propre et fiable pour toute la ville. Nous aurons nos propres forages, desquels nous pourrons pomper de l'eau, et cette eau sera nettoyée et distribuée dans la ville. Nous fournirons une eau de très bonne qualité à tout Éco-Atlantique. Un vrai luxe dans une ville où les 15 millions d'habitants sont parfois privés d'électricité 10 heures par jour et qui n'ont pas accès à l'eau potable. Le projet initial avait pour but de stopper l'avancée de l'océan Atlantique et de limiter l'érosion du littoral. Mais aujourd'hui, cette ville promet davantage de devenir une sorte de quartier résidentiel sécurisé, accessible uniquement à l'élite économique et politique du pays. No, that's the conception. Lagos, another Dubai, another Singapore. Ils veulent faire comme à Dubaï, Singapour, quelque chose comme ça.
Mais s'il y a énormément de pauvreté dans un endroit, même les quelques-uns qui se sentent en sécurité finiront par ne plus l'être. Parce que la vraie sécurité, on ne l'obtient pas avec des gadgets, mais quand ceux qui vivent dans les alentours sont satisfaits. It's not about the apparatus, but the contentment of those who live around. Cette ville du futur, surnommée la Dubaï de l'Afrique, a été pensée par Ronald et Gilbert Chagouri, deux frères d'origine libanaise. Très implantés dans les milieux d'affaires au Nigeria, ils sont à la tête de ce projet de plusieurs milliards de dollars à travers leur société South Energix. Le chantier, commencé en 2008, s'étale aujourd'hui sur plus de 5 km² de terrain en bord de mer. Les initiateurs du projet sont à la recherche d'investisseurs. Ils peuvent déjà compter sur le soutien de la fondation Bill Clinton, ami personnel des frères Chagouri. Vous vous êtes dit, protégeons-nous en construisant quelque chose de beau, quelque chose de durable, quelque chose qui va créer des opportunités, de l'emploi et de nouvelles aspirations. Les promoteurs espèrent attirer des hommes d'affaires du monde entier dans cette capitale économique de l'Afrique de l'Ouest. Le premier immeuble d'Éco-Atlantique devrait voir le jour d'ici 2 ans. Pour voir émerger la ville entière, il faudra patienter 15 à 20 ans. Parlons santé à présent. Vacciner plus d'1 million d'enfants de 6 à 15 ans contre la rougeole dans la province du Nord Kivu, c'est l'objectif de la vaste campagne de vaccination lancée par le gouvernement de la République démocratique du Congo en collaboration avec UNICEF en début de semaine. Pour atteindre cet objectif, le gouvernement ne lésine pas sur les moyens. Les agents vaccinateurs font du porte-à-porte. Devant le centre de santé de Karisimbi, dans le Nord Kivu, la file d'attente s'allonge. Dans les bras de leur mère, les enfants attendent de se faire vacciner contre la rougeole. La campagne, proposée par le ministère de la Santé avec l'appui de l'UNICEF, dure 5 jours. L'objectif, atteindre plus d'1 million d'enfants de 6 à 15 ans dans la province du Nord Kivu. Outre les centres de santé, des points de vaccination ont été mis en place dans les lieux publics, tels les écoles ou même sous les arbres. J'ai entendu à la radio que les parents doivent amener leurs enfants pour la vaccination contre la rougeole. Je ne veux pas que mes enfants tombent malades, alors je les ai emmenés ici pour le faire. Selon l'UNICEF, en RDC, plus de 73 000 cas de rougeole ont été détectés l'an dernier. Plus de 2000 enfants en sont morts. La maladie a notamment ravagé les 11 provinces du Nord Kivu. Dans cette région en guerre, plus d'1 demi-million de personnes ont dû fuir leur foyer et de nombreux enfants ont manqué les dernières campagnes de vaccination. La population déplacée elle est plus vulnérable face à la rougeole parce que d'abord c'est une population qui est dans des conditions socio-économiques très précaires et certains ne sont pas vraiment bien nourris et ça devient un terrain vraiment où la rougeole peut se développer très facilement, mais aussi avec la promiscuité dans laquelle ils sont de vivre dans les sites de regroupement, c'est aussi un facteur favorisant la transmission de la rougeole. Pour informer les parents de la campagne de vaccination en cours, les travailleurs sociaux se rendent de maison en maison et de village en village. Ils lancent l'appel à travers un mégaphone. Selon l'UNICEF, 96% du million d'enfants ciblés seront vaccinés d'ici la fin de la campagne. Un mot de culture à présent et direction Dakar, précisément Ndem, un village d'artisanat, mais un artisanat à la pointe de la modernité. Ce village est situé à 120 km de Dakar, est un centre de métier qui réunit des habitants de plusieurs villages alentours. Ndem fait aujourd'hui travailler jusqu'à 350 personnes. Dans les quartiers nord de Dakar, tous connaissent la boutique de Jamila. On y trouve des sacs à main, des draps ou encore des jouets. Tous ces objets commercialisés sous la marque Mam Samba sont faits à la main et viennent d'un seul producteur, le village de Ndem, situé à 120 km de Dakar. Son centre des métiers, qui réunit des habitants de toute la région, fait aujourd'hui travailler jusqu'à 350 personnes. Nous sommes dans l'atelier de confection appelé aussi Mam Samba, qui est le poumon du centre et c'est le plus ancien. Ici, on fait de la confection et de l'ameublement. De cet atelier dépendent beaucoup d'autres sous-ateliers. En d'autres termes, plusieurs personnes des villages environnants travaillent pour cet atelier. Mis en place à la fin des années 80, le centre d'artisanat a réalisé près de 90 000 € de chiffre d'affaires en 2011 et 100 000 en 2012. Les produits de la marque Mam Samba s'exportent à Milan et Paris via des partenariats dans des boutiques européennes de produits artisanaux. Un succès qui bénéficie au village. L'intégralité des bénéfices va dans le développement de Ndem.
En 2006, le village a pris le statut d'organisation non gouvernementale pour professionnaliser et pérenniser ce système. Tous les bénéfices générés par la structure sont réinjectés dans les projets parce que l'ONG recoupe différents volets. Il y a la santé, il y a l'hydraulique, le maraîchage bio, un poste de santé, une maternité. Et l'artisanat soutient aussi les nouveaux petits ateliers qui démarrent et qui ont besoin d'être soutenus, formés, etc. Donc tous les bénéfices générés par la structure sont réinjectés dans le projet pour soutenir ces différents pôles. Ndem produit aussi ses propres légumes. Le jardin maraîcher dispose d'un système moderne d'irrigation au goutte à goutte qui permet d'économiser 40% de l'eau par rapport aux techniques classiques. Sa production permet même de nourrir les villages environnants. Nous utilisons ce que nous cultivons ici pour nous nourrir. Nous faisons pousser des tomates, des aubergines amères et des choux dans ce périmètre. Un périmètre comme celui-ci est une bonne chose, pas seulement pour nous, mais aussi pour toutes les populations environnantes qui viennent acheter les récoltes. Ceci est une bonne chose pour le pays. Véritable modèle pour la région, Maham Samba bénéficie depuis 2010 de la certification de l'Organisation mondiale du commerce équitable. Un label qui atteste que les méthodes de production, aussi bien que les articles réalisés, respectent les principes du commerce équitable. Pour le village de Ndem, la confirmation que les techniques traditionnelles peuvent être un atout dans le marché mondial. Dans le reste de l'actualité, nous parlons agriculture en Europe, précisément de la réforme de la politique agricole commune, une agriculture plus verte et plus juste. C'est ce que visent les ministres européens de l'agriculture réunis en ce moment à Bruxelles. Notons que cette réforme ne fait pas l'unanimité chez tous les exploitants agricoles. Daniel Dubois élève 200 vaches. Il trouve normal que chaque exploitation ne puisse pas recevoir plus de 300 000 € par an, comme le prévoit la réforme, mais pour lui, là n'est pas la plus grande injustice. Le problème n'est pas l'agriculteur en soi, quelle que soit sa taille. Le problème, c'est que les aides agricoles ont été distribuées à énormément d'intervenants autour de l'agriculture et pas nécessairement que des agriculteurs. Pour que l'agriculture européenne devienne plus verte, la réforme prévoit une diversification des cultures et la mise en jachère d'une partie des terres. Autre priorité, moins d'opacité. Grands propriétaires fonciers, aéroports, terrains de golf, groupes agroalimentaires et banques ne devraient plus bénéficier des subventions, comme c'est parfois le cas, à moins de prouver que l'agriculture représente une part importante de leurs revenus. Le citoyen, il s'interroge de savoir où vont ces contributions à l'agriculture. Les industriels ont d'autres manières de se faire rémunérer et je pense que les aides agricoles, elles doivent être distribuées à ceux qui produisent. Les ambitions écologiques de la réforme n'en ont pas moins été édulcorées et les États membres vont tenter d'obtenir encore quelques assouplissements. Commencera ensuite la négociation avec le Parlement européen et la Commission. Sueur froide ce lundi dans la centrale de Fukushima, une panne de courant est survenue pour une raison encore inconnue. Les autorités japonaises ont aussitôt réagi pour éviter toute surprise désagréable. D'après une agence de presse russe, des réparations partielles ont été effectuées. Notons que l'électricité sert au refroidissement des piscines des réacteurs. Les autorités japonaises se démènent pour rétablir l'électricité à la centrale de Fukushima Daiichi au Japon. Une panne de courant est survenue pour une raison encore inconnue hier, un peu plus de 2 ans après le tsunami dévastateur. D'après une agence de presse russe, des réparations partielles auraient été effectuées ce matin. L'électricité sert au refroidissement des piscines des réacteurs. Un responsable de l'opérateur de la centrale nucléaire, TEPCO, s'est montré rassurant. En cas de scénario catastrophe, nous avons un système en place pour mettre de l'eau dans les piscines, a-t-il indiqué. Nous avons le temps de trouver une solution avant que la température ne devienne incontrôlable. TEPCO estimait disposer de 4 jours environ pour rétablir le courant avant que ne soit atteinte la limite de sûreté pour la piscine de stockage du réacteur 4. La panne a également entraîné l'arrêt des équipements de traitement des débris contaminés de la centrale, dont des matériaux radioactifs. Une brève dans cette édition d'information, David Beckham se classe en tête du classement des footballeurs les mieux payés au monde avec un salaire annuel de plus de 23 milliards de francs CFA. Et pour clore cette édition d'information, un grand événement en Côte d'Ivoire du 17 au 27 avril prochain, l'arrivée du Dr Bishop Ladona Osborne,
Mesdames et messieurs, bien-aimés du Seigneur, c'est ici que prend fin cette édition d'information. Ce journal vous a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Bonne suite de programme sur Béni TV, la chaîne des bénis, et que Dieu vous garde.